Alors, il y a un cas quand même qui a été connu l'année dernière. Un audit a montré que les 10 principaux outils d'IA générative contribuent aux objectifs de désinformation de Moscou en répétant des fausses affirmations du réseau pro-Kremlin Pravda dans un tiers des cas. Le laboratoire DFR Lab et l'entreprise finlandaise Check First ont montré comment, je ne vais pas les citer, mais les principaux outils d'IA sont infectés par le réseau russe Portal Combat, sur lequel Vigilum a aussi attiré l'attention. Comment vous avez concrètement réagi à cette contamination quand elle s'est produite l'année dernière, si vous avez la réponse. J'aimerais pas dire de bêtises ou vous induire en erreur. C'est vrai que sur ce sujet-là, par contre, je peux interroger les équipes et on peut revenir vers vous précisément sur ce sujet. Réponse, oui. Pareil, ce cas en particulier, j'ai pas connaissance de ce cas. Pareil, je n'ai pas suffisamment de détails pour parler de ce cas-là. En revanche, comme je disais dans mon préambule, on a constaté, notamment l'exemple que je donnais dans mon préambule sur l'utilisation de Claude pour orchestrer plus d'une centaine de faux comptes sur les réseaux sociaux et avec des agents derrière. Ça, c'est des choses qu'on a pu constater, qu'on a résolues, qu'on a partagées avec nos pairs et autres, de façon à s'assurer qu'on puisse tous avancer à rendre ce système encore plus fiable. Sont graves. Nous désactivons les comptes associés et, si nécessaire, les supprimons. Nous nous efforçons aussi d'être transparents sur les usages abusifs que nous observons, même lorsque cela est inconfortable. Afin de vous illustrer cela par un exemple, dans un rapport que nous avons rendu public, nous avons révélé qu'un opérateur d'influence as a service, c'est-à-dire d'influence à la demande, avait utilisé Claude pour contribuer à orchestrer plus d'une centaine de comptes automatisés sur les réseaux sociaux, dans plusieurs pays et plusieurs langues. Nous avons banni ces comptes, publié les techniques employées et partagé nos enseignements avec nos pairs, car plus les entreprises publient ce type d'éléments, mieux les décideurs publics peuvent appréhender l'ensemble de l'écosystème. Estimez-vous que les fournisseurs des modèles d'IA que vous représentez sont des éditeurs dans la mesure où ils créent de nouveaux contenus? La manière dont fonctionne un modèle d'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est qu'il répond à des instructions d'utilisateurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contenu qui est produit et diffusé à manière égale à plusieurs centaines, plusieurs milliers, plusieurs millions d'utilisateurs. Il y a une relation vraiment très unilatérale dans le modèle. Une fois que vous avez instruit le modèle pour qu'il génère un contenu, vous pouvez partager ce contenu ensuite à quelqu'un d'autre, mais il n'y a pas cette notion de diffusion à une audience donnée. Et le point qui est vraiment essentiel, c'est que ce que fait par exemple OpenAI, c'est instruire ces modèles à répondre aux instructions de l'utilisateur. Et c'est vraiment l'instruction que l'utilisateur donne qui est l'élément premier du contenu. Et un point qui est assez essentiel de comprendre aussi, quand je parlais de l'amélioration de la qualité et de la capacité des modèles, quand ChatGPT est sorti il y a bientôt 4 ans, le modèle avait ce qu'on appelle une fenêtre de contexte, c'est-à-dire la capacité de traiter de l'information au moment de l'instruction, qui était très limitée. On parlait de quelques paragraphes tout au plus. Aujourd'hui, un utilisateur peut donner comme instruction des pages et des pages et des pages. J'ai perdu le compte aujourd'hui sur combien de tokens, mais il me semble, me souvenir de mémoire, que nous sommes à une fenêtre de contexte qui est de plusieurs millions de tokens, donc qui représente plusieurs volumes de livres, plusieurs volumes encyclopédiques. Donc l'utilisateur peut vraiment aller dans son set d'instructions, fournir beaucoup de choses que le modèle derrière va traiter. Vous ne me convainquez pas tout à fait, parce que si je pose exactement la même instruction à chacun de vos 3 modèles, est-ce que je vais avoir la même réponse? Je ne pense pas. Et je pense que si vous posez la même question au modèle plusieurs fois, vous allez avoir des réponses différentes. Et de la même manière que si vous me posez la question plusieurs fois, je pense qu'il y aura je ne répondrai pas toujours de la même manière. Mais le fait que si je pose la même question à chacun de vos modèles et que je n'ai pas la même réponse, ça prouve bien qu'il y a un travail différent qui est fait sur l'information, ce qui est assez logique, par chacun de vos modèles d'entraînement. Parce que les informations d'entraînement ne sont pas forcément les mêmes. Les algorithmes, c'est-à-dire les chercheurs dans nos différentes entreprises qui travaillent sur ces algorithmes ne sont pas les mêmes. Donc les méthodes technologiques ne sont pas forcément les mêmes. De la même manière qu'un software, un logiciel n'est pas le même d'une entreprise à l'autre. Je suis d'accord avec vous. Ce qui fait que par rapport à la question sur est-ce que vous êtes éditeur ou pas, quand vous me dites en fait c'est l'instruction, c'est l'utilisateur qui définit la ligne éditoriale, pas tout à fait. Puisqu'on voit bien qu'en vous posant la même question à chacun de vos modèles, on n'a pas la même réponse. Donc il y a bien la façon dont a été entraînés vos modèles, vos algorithmes mis en place, il y a une production différente selon les modèles. Est-ce qu'en cela, ce n'est pas une ligne éditoriale? Je ne pense pas qu'on puisse qualifier ça d'une ligne éditoriale, justement au regard des principes qu'on a évoqués. Si je parle pour OpenAI, donc dans le modèle SPEC, ce code de conduite, vous avez très précisément l'objectif de ne pas avoir de ligne éditoriale et de refléter la pluralité des points de vue.
Google et Anthropic sur cette question éditeur ou pas éditeur? En fait, je pense qu'on en revient. Qu'est-ce qu'un agent IA? Est-ce qu'un agent IA, c'est un site de presse? Est-ce qu'un agent IA, c'est une plateforme de partage de contenu? En tout cas, on sait ce que n'est pas un agent IA. Un agent IA, ça ne met pas à disposition du public du contenu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de communication publique du contenu. C'est conversationnel et c'est entre l'utilisateur. C'est plus un outil. Et c'est en ce sens-là qu'on peut difficilement considérer qu'il s'agit d'un éditeur. Après, évidemment, on parle de choix dans le contenu qui va être généré, mais ça, c'est purement algorithmique du fait de la conception de l'algorithme. Et donc, compliqué de parler de choix éditorial. C'est comme ça qu'on appréhende ça. Anthropic. De mon côté, il s'agit d'une question de droit, donc je souhaite rester prudent. Mais je ne pense pas que nous considérons que les fournisseurs d'intelligence artificielle soient des éditeurs. C'est néanmoins un sujet sur lequel on aimerait beaucoup échanger plus en avant. Après, peut-être suite à cette entrevue. C'est un sujet sur lequel on réfléchit, parce qu'on voit bien qu'entre les réseaux sociaux, l'éditeur traditionnel, tels que par la presse et vous, il y a effectivement des différences qui mériteraient d'être précisées juridiquement. Ouais, ma question, c'était vraiment plus par donner l'accès à des chercheurs, d'aller dans votre base de données. C'est pas tant tester vos bases de données, c'est de comprendre comment l'information est traitée, quels sont les algorithmes utilisés. Alors, j'ai peut-être pas la réponse. Plus dans le sens de la quelle transparence. Base de données, est-ce que vous pouvez préciser quelle base de données? Je me ferai un plaisir de suivre avec les équipes en interne. Quelle base de données exactement? Les bases de données des informations que vous utilisez sur, je sais pas, sur un sujet précis, quelles sont les sources d'informations que vous utilisez? Alors, peut-être juste pour préciser, quand un modèle a besoin d'aller chercher, il fait une recherche sur Internet, par exemple. Et il va utiliser les outils de recherche sur Internet qui sont à la disposition de tout un chacun. Et c'est là aussi où, en fait, quand on parle d'IA agentique ou de Computer Use Agent, et un agent qui va savoir utiliser l'ordinateur, il va mener une requête comme vous ou moi pouvons mener une requête sur Internet. De manière beaucoup plus efficace, parce qu'il est capable d'analyser en parallèle plusieurs dizaines de milliers de pages, mais à faire une requête comme vous ou moi pouvons le faire sur Internet. Et c'est là que, sur les contenus d'actualité, la source est prise. Sur Internet, oui, la source est mise. Vous avez aussi je disais ça parce que vous avez aussi des partenariats avec certains médias. Et à un moment, il y a une hiérarchisation entre ce que vous trouvez sur Internet et les partenariats. J'imagine qu'il y a une hiérarchisation dans la donnée. Non, en ce qui concerne OpenAI, il n'y a pas de hiérarchisation. C'est-à-dire que quand une requête est faite, l'information elle est sourcée sur des critères de fiabilité, de pertinence, d'autorité de la source. Et le modèle est entraîné pour aller chercher la source qui répond le plus à ces critères, quel que soit le contexte et le partenaire ou non qui existe. Sur l'ouverture à des chercheurs de vos modèles? Ouais. Donc deux choses. Nous soutenons la recherche externe liée à la sécurité de l'IA. Deux, nous faisons largement appel à des tiers pour soumettre nos modèles à des tests de résistance et les évaluer. Peut-être que j'ai introduit une confusion en parlant de base de données, mais pour être plus précis dans ma question, vous avez utilisé le terme pertinence. On comprend bien dans une information quelle est celle qui est pertinence, mais la notion de pertinence, il y a une forme de subjectivité. C'est en cela où je vous disais, est-ce que vous autoriseriez des chercheurs à comprendre comment vous appréhendez cette question de la pertinence comme celle du pluralisme ou de la neutralité? Je n'ai pas la réponse sur comment le critère de pertinence est défini. On peut se renseigner et suivre. Mais ma question, c'était pas tant comment elle est définie, c'est est-ce que vous autorisiez, est-ce que vos sociétés autorisent des chercheurs indépendants à effectuer ce type de recherche sur la fonction dont vous définissez ces notions de pertinence, de pluralisme? Google DeepMind a lancé un outil qui s'appelle Gemascope, j'en ai parlé un tout petit peu. C'est destiné aux chercheurs et c'est pour leur permettre c'est comme un microscope sur le modèle, justement pour étudier en fait comment est-ce que le modèle pense, mais c'est à des fins de sécurité et d'évaluation des risques. Mais c'est un outil pour que les chercheurs puissent accéder